Bonjour et bienvenue dans ce podcast thématique historique. Alors c'est une thématique qu'on m'a demandé et je dois avouer que quand j'ai vu la thématique arriver, et par plusieurs personnes, je me suis dit elles le font exprès. Elles savent que c'est pas ma période de prédilection et ni une période qui m'a attirée. Alors oui, je connais comme tout le monde les bases parce que je les ai apprises à l'école comme tout le monde. J'ai lu quelques bouquins sur le sujet, il faut bien l'avouer, mais c'est pas du tout ce que je préfère. Alors en vieillissant, je dois avouer que je me suis plus intéressée à la période de la Révolution française, puisque c'est de cette période-là dont on parle, principalement aussi parce que j'ai lu des romans historiques qui traitaient de cette période-là, enfin en tous les cas qui en parlaient, et que quand même, il y a une chose qui m'a toujours fascinée et sur lequel j'ai lu quand même beaucoup plus, c'est la relation entre Marie-Antoinette et Axel de Fersen, notamment leur correspondance, qui ont été retrouvées il n'y a pas très longtemps, enfin qui ont été décodées plus exactement, parce qu'ils parlaient, ils s'envoyaient des lettres codées, et qui est très très intéressante à lire d'ailleurs. Et honnêtement, il y a vraiment que ça qui me passionnait. Alors ça et en fait euh, la convention. Enfin, en tous les cas, l'établissement de la Déclaration du droit de l'homme et du citoyen, notamment celle du 26 août 1789, et le pendant de Olympe de Gouges, que j'avais eu la chance un peu plus jeune de lire, parce qu'il y avait un exemplaire dans la bibliothèque, à la maison, et donc j'avais lu ça et je m'étais dit, ah, c'est intéressant. Après, il n'y avait pas grand-chose qui me passionnait. Pour une raison, je ne m'explique pas, parce que c'est quand même la fondation à la base de notre société, enfin en tous les cas de notre république actuelle. Mais bon, allez, pas à demander ce qui se passe. Et je dois avouer que ce qui m'a relancé sur la période, c'est les livres, la trilogie de Niklas Natt och Dag, donc 1793, 94, 95, alors qui se passe en Suède, hein, on est bien d'accord. Mais on sent, surtout dans le 93, on sent l'influence de la Révolution française et justement de cette période de la terreur qui fout la trouille, il faut quand même le dire, à toutes les familles royales d'Europe de l'époque. Et je dois avouer que je me suis un peu plus intéressée parce qu'il y a un autre personnage de la Révolution qui a toujours été ma came. Alors depuis que j'ai 14-15 ans, on m'avait offert un super livre, une de mes grandes tantes m'avait offert un très beau livre illustré. En fait, il n'y avait que des illustrations, il n'y avait pas beaucoup de texte, il y avait beaucoup d'illustrations, de tableaux, de dessins, de machins, de trucs. Enfin, vous savez, tout ce qu'on voit sur la Révolution française, euh, qui parlait de ça. Et il y avait un sublime portrait de Camille Desmoulins. Et moi, je suis tombée red dingue de la tronche de Camille Desmoulins, donc j'ai commencé à lire sur lui, et tout ce qu'il écrivait me plaisait. Donc je me suis dit, ah voilà. Donc en fait, j'avais une période, en tous les cas des petits points d'ancrage dans la Révolution française sans vraiment m'impliquer dedans. Et je me suis toujours pas impliquée dedans, mais par contre, ça me titille un peu quand même. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire, intro longue, mais quand même, que je ne maîtrise absolument pas ce que je suis en train de faire. Je pense que c'est le podcast qui m'a pris le plus de temps à préparer. Parce que j'ai essayé de regrouper diverses sources. Alors toujours mes sources Universalis, BNF, un livre justement sur la Révolution française, et j'en ai un autre, enfin deux autres, qui ont été faits en vérité sur la Révolution française en Périgord, et il y avait on va dire un gros résumé de ce qu'était la Révolution, et j'ai eu la chance que je suis allée emprunter à la bibliothèque un livre que je n'avais plus moi, qui était un livre de cours. J'ai eu la chance de le retrouver. C'était un livre de cours qui parlait justement de la Révolution française et de la terreur. Et il y avait une bonne dizaine, quinzaine de pages qui expliquaient ce que c'était. Donc j'ai fait des résumés. Et la chance aussi, c'est que en fouillant un peu sur BNF, Gallica, Universalis et une de mes copines qui est prof, pas du tout d'histoire, mais qui est prof, elle me dit, mais attends, nous, tu sais, on a des archives, enfin on a
des ressources en ligne de l'éducation nationale, etc. Je lui dis non mais attends, je vais pas faire un cours de 4 heures, hein, non, c'est pas un cours magistral hein, non plus. Et elle me dit ah non mais il me semble avoir vu un article qui est passé, etc. Et c'est quelque chose qui a été publié en 2022 et elle me l'a retrouvé et qui en fait explique le régime de la terreur. Donc je vous lirai après parce que c'est effectivement, je crois que tout ce que je sais, je l'ai appris là, hein, donc on est bien d'accord. Donc on va commencer ce podcast. Vous allez voir, c'est un podcast en 3 parties. D'abord, c'est une espèce de notion de la révolution, euh, un espèce de résumé de ce qui était la terreur, la critique de la terreur, etc. Toutes les mesures qui ont été prises avec le bilan, et tout ça c'est le résumé. Et après, je vous lirai le très long article sur le règne de la terreur qui développe véritablement absolument tout. Et alors là, vous aurez toutes les notions qu'il faut pour connaître cette période-là, qui, au final, quand vous avez lu tout ça, ah bah, est pas mal, hein. Alors ça fout la trouille, on est bien terreur, hein, on est bien d'accord que j'aurais pas du tout, mais pas du tout aimé vivre à cette période-là. Alors d'un côté peut-être pour enfin ouais peut-être pour tout ce qui était évolution de la société, parce qu'il y avait des discours, parce qu'il y avait des déclarations enflammées, parce qu'il y avait des débats partout, etc. Mais alors pour la guillotine et la terreur, non merci, vous voyez ce que je veux dire. Alors, la monarchie absolue disparaît donc avec la Révolution française. Celle-ci éclate à l'été 1789. C'est une monarchie constitutionnelle qui va être mise en place, qui est fondée sur la souveraineté, je n'y arriverai jamais à ce mot-là, souveraineté de la nation et des droits de l'homme. Une république va être proclamée en septembre 1792 et face aux massacres et aux menaces liées à la guerre avec les États voisins de l'Europe, on développera après, c'est un régime de la terreur qui va s'installer entre 93 et 94. Alors, le lexique, les droits de l'homme, je réexplique, c'est l'ensemble des libertés et des droits individuels dont dispose une personne, penser, s'exprimer, publier, circuler, etc. Et donc avec la Révolution française, les Français ne sont plus sujets du roi, mais deviennent des citoyens dotés de droits et de libertés. La monarchie constitutionnelle, c'est facile à savoir, c'est un système politique dans lequel le pouvoir exécutif est confié au roi et le pouvoir législatif à des représentants élus par les citoyens. Une république, bon, on est en plein dedans, hein, c'est la formation d'un gouvernement dans lequel les pouvoirs sont exercés par des représentants désignés, on l'oublie trop souvent, par les citoyens. Donc quand ils font des conneries, c'est votre faute, vous les avez élus, ceci étant dit. Et une révolution, bah, c'est un renversement d'un système politique par un autre, par l'usage spécialement de la violence. Alors entre 1776 et 1789, il y a eu divers d'événements révolutionnaires qui ont touché beaucoup de pays. Donc il y a eu la Révolution américaine, la Révolution française, mais on l'oublie aussi, la Révolution haïtienne. Alors, la notion de révolution, bah, c'est ça, c'est vraiment un renversement d'un système par la violence. Alors, en juin 1791, le roi Louis XVI tente de fuir, tout le monde connaît l'histoire, il est arrêté à Varennes, convaincu qu'il tente de trahir la France, le peuple parisien le renverse le 10 août 1792, et en septembre de la même année, la Première République est proclamée. Face à la guerre des États voisins et aux menaces intérieures, hein, je rappelle qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui voulaient soit remettre le système de la monarchie, soit en tous les cas éviter que la révolution soit diluée par le pouvoir de certains. La patrie en danger, comme définie, va décider de prendre des mesures radicales, c'est-à-dire la terreur. Suppression des libertés, utilisation de la violence pour éliminer les ennemis de la République, hein, au bas mot, ceux qui sont contre vous, vous les balancez à la flotte. Et pourquoi la terreur, en fait, s'est mise en place pendant la Première Révolution. Alors, c'est une notion de république en danger entre 1792 et 94 qui mène à cet état de fait. La ville de Paris et tous ses habitants sont tenus
de se soumettre sur le champ et sans délai au roi et de lui rendre sa pleine et entière liberté, de lui assurer ainsi qu'à bien sûr toutes les personnes royales le respect que doivent les sujets à leur souverain. Alors si le château des Tuileries est attaqué, il n'en est fait pas la moindre violence, la moindre outrage au roi, ni à la reine, ni à la famille royale, ni d'ailleurs aux majestés impériales et royales qui en tireront d'ailleurs une vengeance exemplaire et à jamais mémorable. Alors le 10 août, le peuple parisien prend le palais du roi, aux Tuileries, se rend à la salle des manèges, où se réunit l'Assemblée législative. Louis XVI et sa famille sont retranchés dans cet endroit-là. Et donc cette journée met fin à la monarchie, donc le 10 août 1792. La République est proclamée le 22 septembre. Alors, la terreur, pour sauver la République, selon Robespierre, c'est pour fonder, pour consolider parmi nous la démocratie, pour arriver à un règne paisible des lois constitutionnelles. Alors, il faut en terminer avec la guerre de la République contre la tyrannie, il faut étouffer les ennemis intérieurs et extérieurs de la République, ou gentiment périr avec elle. Oui, bon, tant qu'à faire. Alors, la protection sociale n'est due qu'aux citoyens paisibles. Il n'y a pas de citoyens dans la République que des républicains. Les royalistes, les conspirateurs ne sont pour la République que des étrangers ou plutôt des ennemis. Ceci fait partie du discours de Robespierre qu'il prononce le 5 février 1794. Alors je rappelle que Robespierre est un avocat qui va devenir député du tiers-état aux États généraux, puis député de la Convention Assemblée élue de 1792 à 1795. Il va fonder la Première République, il va soutenir les demandes des sans-culottes révolutionnaires issus du peuple parisien et il va défendre la République. Il va rentrer au comité de salut public, comité bien sûr chargé de prendre des mesures rapides face aux menaces intérieures et extérieures. Donc c'est 9 membres qui ont été élus par la Convention. En juillet 1793, il met en place la terreur, il est accusé de vouloir imposer son pouvoir personnel, comme par hasard, et il est arrêté, guillotiné en juillet 1794. Alors, le discours de Danton, le 22 novembre 1793, dit ceci: « Citoyens, il faut concilier la politique avec la saine raison. Je demande l'économie du sang des hommes. Je demande que la Convention soit juste envers ceux qui ne sont pas signalés comme ennemis du peuple. Soyez juste, politique, grand comme le peuple. Au milieu de sa fureur vengeresse, il ne s'écarte jamais de la justice, il la veut. » Alors, Danton, qui est lui aussi avocat, qui fréquente les clubs politiques, joue un grand rôle dans la journée révolutionnaire du 10 août 1792. Membre de la Convention au début de la République, il organise la défense de la France, envahie, et il contribue aussi à la mise en place de la terreur avant d'en dénoncer les excès. Il va lui-même aussi être arrêté et guillotiné en 1794. Alors, le vocabulaire là, ici, on parle de comité de salut public, c'était un comité qui a été chargé de prendre des mesures rapides face aux menaces intérieures et extérieures. La Convention, on rappelle, c'est l'Assemblée élue de 1792 à 1795, qui va fonder donc la Première République. Les sans-culottes, je rappelle, il y avait des culottes, hein. Non mais... C'est un jeu de mots très drôle à chaque fois, les gens qui connaissent pas, ils disent « Ah, les culottes !» Non, c'était des révolutionnaires issus du peuple parisien et défenseurs donc de la République, qui étaient donc sans culottes, voilà. Enfin, ça dépendait, voilà. Je rappelle, les culottes, c'était ces espèces de shorts longs, hein, que portaient les nobles, qui s'arrêtaient aux genoux, toujours, vous voyez la culotte, voilà. Et donc, évidemment, eux, ils étaient sans culotte, il y avait des pantalons, donc on les appelait les sans culottes, voilà. C'était pas la noblesse, c'était pas c'était pas les nantis, c'était ceux qui avaient des pantalons basiques lambda, voilà. Alors, le 11 décembre 1792 débute le procès du roi. Il faut quand même revenir sur la situation de la France à cette époque-là,
qui va bien sûr s'achever par sa condamnation à mort. Il est guillotiné le 21 janvier 1793 et depuis, tous les Français regrettent d'avoir guillotiné le roi. Oui, oh bah ça c'est inhérent des Français. Alors le vote a été serré puisqu'en fait, il faut quand même le rappeler, 387 voix sur 718 l'ont emporté. Voilà. Les montagnards ont voté majoritairement tandis que les Girondins s'opposaient à la mort du roi. Les souverains européens, eux, vont s'allier contre la France et la Convention va décider de lever 300 000 hommes, alors qu'en fait, jusque-là, l'armée, c'était plutôt des volontaires. Les paysans de l'Ouest refusent de se battre pour la République. C'est donc le début de l'insurrection de Vendée. Ça, c'est une partie que j'aime beaucoup. Et par ailleurs, les députés s'entre-déchirent, les montagnards font arrêter les Girondins, oui, tant qu'à faire, dont, bien sûr, les partisans vont se révolter en province, et donc la France connaît à ce moment-là une guerre civile. La République doit faire face alors, en fait, à une situation assez confuse de guerre civile et de conflits extérieurs, puisqu'on rappelle que les puissances d'à côté se disent « Oh, on va leur sauter dessus pendant qu'ils sont en train de foutre tout le bordel ». Alors, à partir d'avril 1793 est mis en place donc ce gouvernement révolutionnaire dirigé par le Comité de salut public, qui est régi dans le premier temps par Danton. Les députés girondins sont arrêtés car considérés comme des traîtres, super. En juillet, Danton quitte le comité remplacé par Robespierre et en quelques semaines sont adoptées plusieurs mesures importantes visant bien sûr à mettre un terme au conflit à l'intérieur et de remporter des victoires à l'extérieur, telles que la loi des suspects qui permet en fait tout simplement d'arrêter tous ceux qui pourraient être des opposants. C'est-à-dire que vous aimez pas votre voisin, vous l'arrêtez. Bon, bref, super. Le comité vote aussi des lois à l'encontre de la chrétienté. Tous les prêtres sont emprisonnés ou exécutés et les églises détruites ou récupérées par l'État. Tous ceux qui réclament un adoucissement de la terreur sont menacés, donc y compris Danton et ses partisans qui vont être guillotinés à leur tour. Et durant l'hiver 1793-1794, le comité de salut public voit que la situation s'améliore en ce qui concerne la guerre civile et la guerre extérieure. Alors il faut dire aussi que la répression qui a été menée a été d'une très grande brutalité et particulièrement bien sanglante, et que d'avril à juillet 1794, les partisans de Robespierre vont exercer seuls le pouvoir. Alors, un groupe va mettre un terme à ce pouvoir par lassitude envers toutes les violences et les morts qui sont faits par la pelle. Robespierre est arrêté le 9 Thermidor de l'an 2, donc le 27 juillet 1794, et il est exécuté le lendemain. Allez, vamos, toi aussi. Alors, la terreur est un épisode, en fait, un des plus douloureux de l'histoire de France, sur lequel, en fait, les historiens eux-mêmes, quelquefois, ne sont pas toujours d'accord. Alors moi, j'ai lu plusieurs versions, enfin, plusieurs sons de cloche, et effectivement, il y en a certains qui considèrent que la terreur ne peut se comprendre que par les difficultés rencontrées à l'époque par la France, et d'autres, en fait, qui estiment que la terreur a obéi à une certaine logique, qu'elle était en fait, en quelque sorte, contenue dans tous les discours des révolutionnaires les plus motivés dès le début. Alors, c'est pas évidemment facile à faire un bilan de la terreur, puisqu'en fait, il y a plusieurs versions. Par exemple, on parlait de la Vendée tout à l'heure, la répression qui a été menée contre l'insurrection en Vendée aurait fait en quelques dizaines de milliers de morts. On parle au pire de 200 000. Super. Voilà. Alors, c'est une carte des exécutions entre 1793 et 1794 qui montre vraiment que la situation a été très différente selon les régions. Dans certaines, la répression a été très brutale, le nord, le nord-ouest et le sud-est, par exemple, toutes les régions autour du littoral atlantique, alors que certaines, comme les Alpes, la Picardie, le Massif central, ont été littéralement épargnées, ou peu ou prou, mais en tous les cas presque.
Et eh bien, les montagnards donc, vont décider de mettre en place une république égalitaire. Et de cette république égalitaire va sortir donc 4 points. Le premier, le prix maximum est fixé pour les produits alimentaires de première nécessité, ce qu'on appelle le maximum. 2. Des décrets sont votés pour assurer le droit au travail et à l'assistance. 3. L'abolition de l'esclavage dans les colonies. 4. Le culte de l'être suprême, destiné à remplacer les religions chrétiennes par une religion civique. Voilà. Alors l'essentiel qu'on peut retenir, c'est qu'en fait la terreur, c'est donc ce nom donné à la période de la Révolution française, je rappelle, qui se passe entre la fin de 1793 et le juillet 1794, qui sont des mesures sévères qui ont été adoptées pour tous ceux, en l'encontre de tous ceux qui étaient soupçonnés d'être des ennemis de la Révolution, qui vont être guillotinés. Toutes les décisions sont prises donc par le comité de salut public dirigé d'abord par Danton, puis par Robespierre, tous les deux, je rappelle, décapités. Le bilan de la terreur est impossible à chiffrer. La répression a été dure, vraiment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des régions qui ont été épargnées. Les plus durement touchées ont été la Vendée et la Bretagne. Mais les mesures sociales votées par le comité de salut public, dont je viens de parler, montrent qu'il y a eu des avancées, bien évidemment, pour le peuple. Alors, ceci, c'est un espèce de résumé de la terreur qui peut vous permettre, comme à moi, de vous en sortir plus ou moins si on va poser la question. On est bien d'accord sur la question. Mais le plus intéressant, c'est l'article que ma copine Clotilde m'a trouvé, qui s'appelle Le règne de la terreur, qui a été publié le 1er novembre 2022, qui a été écrit par Harrison W. Mark, traduit par Babette Etiève Cartwright. Donc, je vais le lire vraiment tel qu'il est écrit, et vous allez voir, il y a vraiment une espèce d'énormes résumés du règne de la terreur avec des explications et pourquoi, du comment, etc. Et franchement, avec tous les outils, les jours les plus sombres, les personnages emblématiques, etc. Donc c'est vraiment un très très bon article et je suis très contente qu'elle l'ait trouvé parce que moi j'avais résumé ça et quand j'ai vu mon résumé, que j'ai lu cet article, je me suis dit c'est quand même beaucoup plus clair quand c'est un historien qui le fait quand même, hein. C'est aussi quand même. En plus quand on connaît bien la période. Alors, le règne de la terreur, ou plus simplement la terreur, fut une période culminante de la violence sanctionnée par l'État pendant la Révolution française, on rappelle 1789-1799, au cours de laquelle des milliers de suspects contre-révolutionnaires furent exécutés en public et tués en masse entre septembre 1793 et juillet 1794. La terreur fut organisée par le comité de salut public, composé de 12 hommes qui exerçaient un contrôle quasi dictatorial sur la France. La terreur fut l'aboutissement d'années de peur et de paranoïa, de sentiments qui avaient longtemps existé en tant que courant sous-jacent de la Révolution. À l'automne 1793, alors que la Révolution se fracturait et que la guerre de première coalition 1792-1794, 17, il n'y a pas les dates là, devenait incontrôlable, la Convention nationale jugea nécessaire de mettre la terreur à l'ordre du jour afin d'éradiquer les espions et les conspirateurs contre-révolutionnaires. Cela conduisit à la promulgation de la loi sur les suspects qui permit l'arrestation de 300 000 à un demi-million de citoyens dans tout le pays. 16 594 de ces suspects furent officiellement exécutés à l'issue d'un procès, tandis qu'environ 10 000 moururent en prison et que des milliers d'autres furent tués dans divers massacres organisés dans toute la France. On estime que le nombre total de morts pendant les 10 mois du règne de la terreur se situe entre 30 000 et 50 000 personnes. La loi du 22 prairial, donc juin 1794, entraîna une nette accélération des tueries et une période d'un mois connue sous le nom de Grande Terreur, qui ne prit fin qu'à la date de la chute de Maximilien Robespierre, donc le 27 juillet 1794. Pour la petite histoire, le 9 Thermidor.
en deux. La période suivante, connue sous le nom de réaction thermidorienne, mit fin à la terreur et à la domination des Jacobins. Le règne de la terreur, en fait, naquit d'une pulsion d'auto-préservation révolutionnaire conçue par une révolution qui devint paranoïaque et qui voyait des ennemis partout. Certes, les sentiments de paranoïa et de crainte n'étaient pas nouveaux en 1793, car le spectre de la terreur était présent depuis les premiers jours de la Révolution, toujours tapi dans l'ombre. La terreur fit son apparition le 22 juillet 1799, lorsque la crainte d'un complot aristocratique visant à affamer le peuple conduisit une foule parisienne à assassiner brutalement le ministre royal Joseph Foulon et son gendre. Ce même été connut aussi la Grande Peur, où des rumeurs de tractations contre-révolutionnaires par des aristocrates poussèrent des paysans paniqués à piller les châteaux et les seigneurs. Au fur et à mesure que la Révolution se divisait et que la France entrait en guerre contre la majeure partie de l'Europe, l'hystérie et l'appréhension se généralisaient. Ces sentiments étaient exacerbés par la dépréciation rapide de l'assignat et de la pénurie continue de pain à des prix abordables. À l'été 1793, les citoyens français ordinaires étaient tout autant démunis, affamés et désœuvrés qu'ils l'avaient été au début de la Révolution. De plus, des journalistes et des politiciens incendiés les tenaient toujours en haleine, insistant sur le fait que leur pauvreté et leur faim étaient la faute d'agents contre-révolutionnaires et de conspirateurs étrangers. Cette rhétorique était notamment constamment renforcée par des actions des ennemis de la Révolution, par exemple le manifeste de Brunswick, qui menaçait la destruction complète de Paris par l'armée prussienne, prouvait que la liberté du peuple était en grand danger. Ces pensées conduisirent donc à des moments sanglants d'hystérie collective, tels que les massacres de septembre 1792, au cours desquels les foules parisiennes massacrèrent brutalement plus d'1 millier de contre-révolutionnaires et de prêtres. À l'été 1793, les contre-révolutionnaires étaient apparemment partout. Des guerres civiles brutales comme la guerre de Vendée ou des révoltes fédéralistes, comme l'assassinat de Marat le 13 juillet, renforcèrent l'idée que la République était attaquée de l'intérieur et que les ennemis les plus dangereux de la France n'étaient pas les étrangers, mais les Français eux-mêmes. Pourtant, si la terreur fut alimentée par les peurs du peuple, elle fut bel et bien enflammée par les idéologies de ses dirigeants. Au cœur de la terreur se trouvait le comité de sécurité publique, quasi dictatorial, lui-même dominé par un Maximilien Robespierre, leader jacobin, idéaliste surnommé l'incorruptible, pour la constance de ses convictions. Robespierre et ses partisans croyaient fermement que le but ultime de la Révolution était d'obtenir une république gouvernée vertueusement par la volonté générale. Mais il y avait un danger, que si certains mauvais acteurs étaient laissés à eux-mêmes, la volonté générale serait corrompue et la République échouerait. Pour éviter cela, les robespierristes s'efforçaient d'éliminer les contre-révolutionnaires et les traîtres potentiels. Par conséquent, une véritable république ne pouvait exister sans un fondement de terreur, car selon les propres mots de Robespierre, la terreur sans la vertu est fatale, la vertu sans la terreur est impuissante. Le 2 juin 1793, la faction politique modérée des Girondins fut expulsée de la Convention nationale, de l'Assemblée législative et de la République. Cela laissait le pouvoir politique ultime à la faction extrémiste de la Montagne, qui avait longtemps dominé la politique du club jacobin de Paris et des clubs affiliés. Il comptait plus de 500 000 membres dans tout le pays. La Montagne passa l'été 1793 à poursuivre son programme de gauche. Elle abolit enfin l'esclavage colonial et rédigea une nouvelle constitution qui promettait d'être plus démocratique que tout équivalent contemporain, offrant le suffrage universel masculin. Pourtant, alors que la Montagne célébrait ses victoires, la République française était en danger. La chute des Girondins avait entraîné l'éclatement des révoltes fédéralistes dans les principales villes de France, tandis qu'à la frontière, les armées de la coalition avaient contraint les Français à la défensive. Pendant ce temps, la valeur de l'assignat continuait de chuter. Cette instabilité provoqua une grève générale parmi les sans-culottes ou les classes ouvrières révolutionnaires de Paris qui furent alors convaincus par le journaliste ultra-radical Jacques-René Hébert de marcher sur la Convention le 5 septembre.
Les sans-culottes réclamèrent une augmentation des salaires, du pain à prix abordable et la création de l'armée révolutionnaire pour protéger leur nouvelle liberté. Alors que Robespierre se démenait face aux demandes des sans-culottes, y voyant bien sûr un coup d'État potentiel de ses ennemis ultra-radicaux, son collègue du comité de salut public, Bertrand Barrère, parvint à retourner la situation à leur avantage. Barrère expliqua aux sans-culottes que les récentes pénuries alimentaires étaient l'œuvre des espions et des conspirateurs étrangers, et que le comité s'efforçait inlassablement de démasquer. Si la Convention s'engageait à faire régner la terreur, si l'armée révolutionnaire proposée était placée sous la surveillance directe du comité, Barrère promit de livrer le sang des ennemis du peuple en nommant expressément Marie-Antoinette et Jacques-Pierre Brissot. Cette promesse sembla satisfaire les foules qui rentrèrent rapidement chez elles. Le 17 septembre, la tristement célèbre loi des suspects fut promulguée, permettant l'arrestation de toute personne qui, je cite, par sa conduite, ses contacts, ses paroles ou ses écrits se montre partisane de la tyrannie du fédéralisme ou ennemie de la liberté. Il s'agissait d'une définition ambiguë qui, dans la pratique, en fait, pouvait s'appliquer à n'importe qui. Le 29 septembre, la loi du maximum général est mise en place, un contrôle des prix sur les nombreuses marchandises afin de rendre la nourriture plus abordable. Le 10 octobre, le jeune Louis-Antoine Saint-Just, membre du comité, proposa que le gouvernement de la France reste révolutionnaire jusqu'à la paix. Enfin, en décembre, la loi du 14 Frimaire centralisa davantage le pouvoir sous le contrôle du comité, cimentant ainsi son statut de gouvernement de facto de la France. La nouvelle constitution jacobine ne fut jamais mise en œuvre, car elle aurait nécessité de nouvelles élections. Au lieu de cela, elle fut placée avec référence dans une arche de cèdre pour être retirée lorsque le moment serait venu. Lorsque les ennemis de la France auraient été éliminés, ce moment n'arriva jamais. Au sommet de la hiérarchie de la terreur se trouvait donc le comité de salut public, créé initialement en avril 1793 pour superviser diverses fonctions gouvernementales. Le comité était censé être subordonné à la Convention nationale, qui pouvait théoriquement modifier la composition du comité à sa guise. Cependant, le comité éclipsa rapidement la Convention en termes de pouvoir, et les 12 hommes qui siégeaient en septembre 1793 conservèrent leur poste de manière permanente jusqu'à la fin de la Terreur, à l'exception de Hérault de Séchelles, guillotiné en avril 1794. Sous le comité de salut public se trouvaient divers comités de surveillance locaux, chargés de démasquer ou d'arrêter les suspects relevant de leur juridiction. La définition d'un suspect était laissée à la discrétion de chaque comité de surveillance, mais les gens pouvaient être dénoncés à cause de sympathies, royalistes ou catholiques, pour avoir amassé des biens ou tout simplement avoir adressé à leurs voisins en les appelant monsieur plutôt que citoyen. Une fois dénoncé par le comité, le suspect était conduit en prison. S'il était exceptionnellement malchanceux, il était traduit devant le redoutable tribunal révolutionnaire, où l'enjeu était la vie ou la mort. Le tribunal comprenait 16 magistrats et un jury de 60 personnes et un procureur général, tous nommés par la Convention. Aucun procès ne pouvait durer plus de 3 jours et un seul des 2 verdicts suivants pouvait être rendu, l'acquittement ou l'exécution. Au fur et à mesure de la terreur s'intensifier, les acquittements devinrent bien sûr moins fréquents. Alors enfin, il y avait aussi l'armée révolutionnaire qui agissait en tant que bras armé de la terreur et qui apportait la justice, entre guillemets, révolutionnaire dans les campagnes. L'armée était bien souvent accompagnée de représentants jacobins en mission qui étaient autorisés à organiser des procès impromptus ou des cours martiales sur place. Avec le comité de salut public au pouvoir et les outils de la terreur organisée, les têtes commencèrent largement à tomber. Les premières victimes furent les nobles de l'Ancien Régime. Le procès de l'exécution de Marie-Antoinette, le 16 octobre 1793, fut suivi de la mort de l'infortuné duc d'Orléans, dont l'adoption du nom révolutionnaire Philippe Égalité ne le sauva pas de l'échafaud. Madame Élisabeth, sœur du roi défunt Louis XVI, fut exécutée plus tard, en mai 1794. Après les nobles, on assista à la mort des chefs militaires accusés de défaitisme ou de lâcheté. Le comte de Custine fut exécuté après avoir battu en retraite
de la Rhénanie, tandis que le général Jean-Nicolas Houchard, qui avait vaincu les Anglais à la bataille de Honshorst, perdit lui aussi sa tête pour ne pas avoir donné suite à sa victoire. Vers ensuite les exécutions d'anciens chefs qui avaient tenté sans succès de prendre le contrôle de la Révolution. Certains des chefs girondins les plus en vue, Tom Brissot, Pierre Vergniaud ou encore Madame Roland, furent exécutés à la fin du mois d'octobre et au début du mois de novembre. Les Girondins qui avaient fui Paris furent traqués et tués après l'échec des révolutions fédéralistes. Puis ce fut le tour des Feuillants, la nouvelle fraction monarchique constitutionnelle. Antoine Branave fut décapité le 29 novembre tandis que son collègue Jean-Sylvain Bailly fut exécuté sur le massacre du Champ de Mars dont il avait été l'accusé. Parmi les autres victimes importantes figurent le célèbre chimiste Antoine Lavoisier, la dramaturge féministe Olympe de Gouges et Lamoignon de Malesherbes qui avait défendu Louis XVI lors de son procès. Je suis désolée si vous entendez, mais pourtant j'enregistre, c'est 8h du matin, il y a déjà énormément de bruit partout dans la rue. On est en plein travaux en ce moment, donc même en fermant toutes les écoutilles, on a énormément de bruit. Alors que la terreur se prolongeait, Robespierre et ses alliés consolidèrent leur position, se débarrassant de leurs derniers rivaux. À la gauche politique de Robespierriste se trouvaient les hébertistes, qui encourageaient donc les politiques de déchristianisation et souhaitaient intensifier la terreur. Déstabilisé par l'influence croissante de Jean-René Hébert, Robespierre décida de frapper le premier. Après avoir fait fermer le célèbre journal d'Hébert, le Père Duchesne, Robespierre fit arrêter Hébert et ses partisans. Il veilla à ce que les hébertistes soient jugés aux côtés d'un groupe accusé de conspiration ou de complot contre les étrangers, afin de minimiser les chances d'acquittement. Hébert et ses alliés furent exécutés le 24 mars 1794 et les bourreaux divertirent la foule en arrêtant plusieurs fois la chute de la lame à quelques centimètres du cou d'Hébert qui gémissait avant de l'achever. Les robespierristes s'en prirent ensuite à leur ennemi de droite, les indulgents, dirigés par Georges Danton. Troublés par la terreur, les indulgents demandaient la clémence pour les personnes impliquées dans la loi des suspects et souhaitaient la fin des guerres révolutionnaires françaises. Troublé par son rôle dans l'instauration de la terreur, le journaliste Camille Desmoulins publia un nouveau pamphlet, le vieux Cordelier, qui attaquait le régime robespierriste et demandait la fin immédiate de la terreur. Il connut un immense succès, se vendit à plus de 100 000 exemplaires avant que le comité de salut public ne le fasse fermer. Les indulgents, dont Danton, Desmoulins, Fabre d'Églantine, père du calendrier républicain français, furent arrêtés dans la nuit du 29 mars 1794. Sur les 12 membres du comité, seul Robert Lindet refusa de signer leur arrêt de mort, déclarant, je cite, « Je suis ici pour sauver les citoyens, non pour tuer les patriotes ». Le 5 avril, les indulgents passèrent à la guillotine. Sur l'échafaud, Danton dit au bourreau « Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut bien la peine ». Outre les victimes historiques notables de la terreur, des centaines de milliers de citoyens anonymes et ordinaires furent arrêtés en tant que suspects. Des dizaines de milliers furent envoyés dans la tombe. Dans toute la France, 16 594 personnes furent guillotinées, dont 2 625 dans la seule ville de Paris. Ce chiffre n'inclut pas, bien sûr, les quelques 10 000 personnes qui moururent en prison, ni les quelques dizaines de milliers de personnes qui furent tuées lors de diverses exécutions de masse réalisées sans procès un peu partout en France. Au cours de l'hiver 1793-1794, entre 1800 et 4800 personnes furent noyées dans les eaux glaciales de la Loire lors des noyades de Nantes. Après la Révolution de Lyon, près de 2000 rebelles fédéralistes furent regroupés et exécutés par un canon qui leur tira dessus à bout portant. Les colonnes infernales de soldats républicains français qui parcouraient la Vendée rebelle, tuant et brûlant sans discernement tout ce qu'ils rencontraient, furent les plus meurtrières de toutes. Dans l'ensemble, environ 50 000 personnes moururent pendant la terreur, mais il est impossible d'en connaître le chiffre exact.
Sous l'influence des hébertistes, la Terreur vit une augmentation des programmes de déchristianisation pendant la Révolution française. En octobre 1793, la Convention nationale approuva un nouveau calendrier républicain français qui commençait rétroactivement le 22 septembre 1792. L'idée était que la naissance de la République française et non celle de Jésus-Christ, qui était donc le moment décisif de l'histoire humaine. En novembre, les hébertistes faisaient la promotion du culte de la raison athée, un mouvement qui avait vu le jour à Paris et qui se moquait des superstitions du christianisme. Dans toute la France, les églises furent soit redédiées à la raison, avec un grand R, soit vandalisées, et les prêtres catholiques furent victimes de moqueries et de mariages forcés. Le 7 novembre, l'évêque de Paris fut contraint de manière humiliante de renier publiquement sa foi, se déclarant prêtre, c'est-à-dire charlatan. 3 jours plus tard, une grande fête de la raison fut célébrée à la cathédrale Notre-Dame, redédiée au temple de la raison. Le culte était populaire parmi les sans-culottes et fut décrit par Anarchis Klotz comme adorant un seul Dieu, le peuple. Robespierre était horrifié par le culte de la raison qui rejetait toute divinité. Si Robespierre n'aimait pas le catholicisme, il détestait l'athéisme, estimant que la croyance en une puissance supérieure était essentielle à l'ordre social. Il citait souvent Voltaire qui disait « Si Dieu n'existe pas, il faudrait l'inventer ». C'est ainsi qu'après les exécutions des hébertistes, Robespierre inventa un dieu sous la forme de son culte de l'être suprême. Le culte de Robespierre, qui reconnaissait l'existence d'un dieu et de l'immortalité de l'âme humaine, était censé créer une sorte de vertu publique civique. Cependant, les détracteurs de Robespierre pensaient qu'il aspirait lui-même à la divinité. Possédant désormais les pouvoirs d'un dictateur, il semblait que Robespierre souhaitait ceux d'un dieu. Ces rumeurs renforcèrent le 8 juin 1794 lorsque d'une colline artificielle fut construite sur le champ de Mars la fête de l'être suprême, dans laquelle Robespierre en personne jouait le rôle central. La terreur n'atteignit son apogée qu'en juin 1794 avec la loi du 22 Prairial, donc le 10 juin. Les prisons de Paris étaient en pleine. Cette loi, proposée par Georges Couthon, membre du comité de salut public, était destinée à accélérer le processus judiciaire. Elle supprimait la phase d'introduction d'un procès, ce qui signifiait en fait que le citoyen pouvait désormais être traduit en justice sur simple dénonciation sans aucune preuve. La loi privait l'accusé de son droit à l'avocat et éliminait le contre-interrogatoire des témoins. Sans surprise, cela conduisit à une augmentation spectaculaire des exécutions, puisqu'entre le 10 juin et le 27 juillet 1794, environ 1400 affaires portées devant le tribunal révolutionnaire de Paris se terminèrent par une exécution. Ce mois final, culminant d'exécutions massives, est reconnu d'ailleurs comme dans l'histoire comme la Grande Terreur. Pendant cette période, de plus en plus de personnes commencèrent à se remettre en question le principe de la base de la terreur. Les guerres civiles avaient été en grande partie réprimées et le vent de la guerre de la première coalition avait tourné en faveur de la France après la victoire décisive de la bataille de Fleurus. Pourtant, alors que le danger de la République pour la République française diminuait, la terreur continuait à s'intensifier. Désormais au sommet de son pouvoir, Robespierre continuait de justifier la terreur en annonçant qu'il possédait des listes d'ennemis de la France, dont beaucoup étaient membres de la Convention. Il refusera de révéler les noms des traîtres, promettant bien sûr de les révéler le moment venu. Ce fut véritablement la goutte d'eau qui fit déborder le vase. La Convention se retourna contre Robespierre et le nomma hors-la-loi. Il fut arrêté dans la nuit du 9 Thermidor, donc du 27 juillet, la mâchoire brisée par un coup de pistolet tiré par ses bons soins ou par ceux d'un des gendarmes envoyés pour l'appréhender. Le lendemain, Robespierre fut guillotiné avec 21 de ses partisans, dont Saint-Just, Couthon, François Henriot et son frère Augustin. Au cours du mois suivant, de nombreux autres chefs jacobins furent également guillotinés. La chute de Robespierre mit fin à la terreur et entraîna un net déclin de l'influence des Jacobins. La terreur, donc, c'est une période assez singulière de la Révolution française, comme on vient de l'expliquer. Il y a des temps forts et il y a une affirmation d'un nouvel univers politique. Alors,
Il y a un article qui fait état de documents conservés aux archives départementales du Puy-de-Dôme qui ont permis de développer une étude autour de 5 axes principaux: l'attitude vis-à-vis du roi, la volonté de faire naître toute trace de l'Ancien Régime, disparaître toute trace de l'Ancien Régime, la surveillance des suspects, la gestion des problèmes financiers et bien sûr la mise en place des nouvelles fêtes en l'honneur de la République. Alors, la question de l'époque, c'était que faire, bien sûr, du roi. Louis XVI, qui était donc le roi des Français, est arrêté, je le rappelle, en juin 1791, alors qu'il tente de fuir en Autriche, patrie donc de son épouse Marie-Antoinette, et une lettre du citoyen Giraud relate l'événement. Il dit: le roi s'est enfui pendant la nuit, la fureur et l'indignation se peignent sur tous les visages. Désolé d'avoir été trompé, ils, les représentants de la nation, sont disposés à soutenir courageusement la Révolution. Enfermé aux Tuileries avec sa famille, il est destitué de sa fonction en 1792, après la journée du 10 août. Et donc, cette information qui fait l'objet d'une affiche sur laquelle on voit loi relative à la suppression du pouvoir exécutif qui date du 10 août 1792. En avril, suite à la déclaration de guerre à la Prusse et à l'Autriche, les princes d'Europe menacent la France et la Révolution, et la patrie est en danger. Ainsi que témoigne une autre affiche du 16 juillet 1792 trouvée donc dans ses archives, qui dit: la horde effrénée des tyrans de l'Europe s'avance à grands pas pour s'efforcer de nous ravir notre liberté, notre constitution que nous avons juré de sceller de notre sang. Emprisonné à la tour du Temple, le roi doit être jugé par la Convention, qui a été élue en septembre 92. Les députés vont débattre de l'acte d'accusation et de la peine encourue. Parmi toutes les personnes qui étaient là, il y a un député du Puy-de-Dôme, Georges Couthon, qui développe un argumentaire justifiant le procès du roi. Il dit: je demande qu'on mette successivement aux voix les deux questions suivantes. Louis Capet est-il coupable de haute trahison envers la patrie? Si Louis est coupable, quelle peine a-t-il mérité? Robespierre lui répond quelques semaines plus tard: je prononce à regret cette fatale vérité, mais Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive. Ainsi, Louis Capet est jugé, condamné à mort et guillotiné à Paris sur la place de la Révolution le 21 janvier 1793. Dans une intervention plus tardive datant du premier Pluvieuse, en 2, donc le 20 janvier 1794, Georges Couthon développe un nouvel argumentaire justifiant son refus du modèle constitutionnel britannique, de la monarchie et de la présence d'un monarque, ce qui illustre bien la volonté, bien sûr, de tourner la page. Je vois dans cette constitution un roi. Un roi, j'en recule d'horreur. Un roi, c'est un monstre de la nature désavoue. C'est un maître que l'on ne reconnaît point, c'est un tyran qu'elle déteste. Alors, il faut aussi faire disparaître les traces de l'Ancien Régime. Après s'être débarrassé du roi, les révolutionnaires cherchent à faire disparaître toute trace ci-devant du royaume. De nombreuses lettres relatent la destruction des vestiges religieux de superstition, ainsi que la démolition de châteaux, et 2 documents de ces archives permettent d'étudier cet aspect. Le premier est imprimé du comité de salut public, dont le titre s'appelle « Représentants du peuple composant le comité de salut public aux agents nationaux près des districts », et peu explicite. Il s'agit en fait de rappeler aux agents nationaux des districts l'importance et surtout la nécessité de faire disparaître totalement, les instructions sont assez péremptoires, les signes du temps passé. Il est écrit: il faut que l'empreinte et la nuance de la pierre n'en puissent rappeler la mémoire. Il faut qu'une couleur rebrunie rende informe et uniforme la surface des murs. Le second document, lui, est un document de synthèse qui émane d'un district de Montferrand et qui est intitulé « État des dépenses nécessitées pour la destruction des signes du fanatisme, royauté et féodalité ». On remarque d'ailleurs qu'il s'agit de véritables chantiers où différents artisans pouvaient intervenir pour détruire toute trace du passé. Dans le même ordre d'idées, ce ne sont pas uniquement les bâtiments qui sont touchés par cette fièvre destructrice. Un imprimé édité par les administrateurs d'un procureur syndic du district de Riom,
concerne la mise des croix dites de Saint-Louis. Donc, ça stipulait clairement que les certificats donnés en échange de la remise de ces dites croix devaient être brûlés à mesure qu'on les recevait. Principalement, il fallait que la plus légère trace du despotisme et de la féodalité disparaisse du sol de la liberté. Par ailleurs, la commune de Saint-Pardoux, dans une double volonté de détruire le passé et d'aider pour le présent, voire éventuellement l'avenir, annonce dans une lettre qu'elle donne à la République une des cloches pour être convertie en canon. Enfin, une lettre de deux commissaires nommés par la Société populaire de la ville de Riom, le 18 septembre 1793, montre à cette date et dans ce district les différentes demandes explicites qui ont été respectées. On dit: nous n'avons rien trouvé à contraire dans ces trois municipalités à la tranquillité publique qui puisse rappeler le souvenir de la féodalité, et on nous a assuré qu'il n'y avait aucune personne de suspecte. Évidemment, la loi sur les suspects dont j'ai parlé tout à l'heure, de septembre 1793, précise que sont réputés suspects ceux qui, par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme ennemi de la liberté. Les citoyens en particulier, ceux qui avaient une responsabilité dans les affaires publiques, doivent de plus se faire délivrer un certificat de civisme. Par exemple, un extrait du registre de délibération du Conseil général de la commune de Saint-Victor en date du 17 septembre 1793 relate la décision prise de délivrer au citoyen Antoine Garret, qui est secrétaire de la commune, un certificat de civisme, car il n'a cessé de donner des preuves de son attachement à la République une et indivisible. À l'opposé, d'autres citoyens doivent se battre pour obtenir la confirmation de ce fameux certificat. C'est le cas d'un certain citoyen Simonet, notaire public, dont deux courriers de sa main datés d'automne 1793 nous relatent que celui-ci s'est vu refuser le renouvellement par le comité de surveillance pour une raison qu'il ne connaît pas. Ce refus l'empêche d'exercer sa profession. La dénonciation d'attitude répréhensible va encore plus loin. C'est le cas dans un tableau de synthèse du comité de surveillance d'Aigues-Perse, qui date du 26 avril 1794, qui propose une description de Marie du Vivier, ci-devant baronne, pour le moins explicite. Il est dit: femme sans mœurs, sans principe, n'ayant manifesté aucune opinion sur les événements de la Révolution, conservant dans son cœur un faible reste de l'orgueil qu'avaient ceux de sa caste, le comité n'a point de reconnaissance qu'elle n'ait signé de pétitions et d'arrêtés liberticides. Des courriers interceptés montrent que les contre-révolutionnaires peuvent être à la fois encore très virulents. Ainsi en atteste par exemple une lettre adressée aux Français en date de janvier 1793 qui dit: Français, verrez-vous toujours d'un œil tranquille et indifférent votre patrie en proie à la fureur d'une troupe de scélérats qui ont juré de faire un vaste tombeau du royaume ci-devant, le plus florissant d'Europe? Quoi? Préserverez-vous toujours de joindre vos forces à celles des hommes cruels et qui ne respirent que le sang? Dans cette dernière partie de ce même courrier, son auteur, anonyme, évoque le fait que les hommes au pouvoir, nommés ici, enragés, nous menaceront de la guillotine. C'est une lettre donc adressée aux Français. En effet, les suspects peuvent être arrêtés, jugés, condamnés par peine de mort, et tout condamné à mort aura la tête tranchée. Depuis 1789, bien sûr, le docteur Guillotin travaille à l'établissement de cette machine à décapiter qui respecte une des attentes du texte de loi précité précédemment. La peine de mort consistera dans la privation de la vie sans qu'il puisse jamais être exercé aucune torture envers les condamnés. Une lettre du ministre des Contributions publiques a pour objet la livraison d'une machine à décapiter construite par le sieur Schmitt pour la somme de 824 livres. De nombreux documents, lettres reçues, etc. expliquent la mise en place des échafauds. Et toujours dans ces archives, on parle des fêtes nouvelles. Par exemple, Robespierre, dans un discours de mai 1794, relatif au lien entre les idées religieuses et morales et le principe républicain ainsi qu'aux fêtes nationales, écrit: « Ayez des fêtes générales et plus solennelles
pour toute la République. Ayez des fêtes particulières et pour chaque lieu que soient des jours de repos, et qui remplacent ce que les circonstances ont détruit. Que tout tente à éveiller les sentiments généreux qui font le charme et l'ornement de la vie humaine, l'enthousiasme de la liberté, l'amour de la patrie, le respect des lois. Ce propos est entendu partout en France, et particulièrement dans le Puy-de-Dôme. De nombreux documents, notamment des lettres de citoyens, vont expliquer les fêtes civiques qui vont se passer le 14 juillet, le 10 août, le 9 Thermidor, le 2 septembre, fête de la jeunesse, le 10 Germinal ou la fête de la décade. Les fêtes nationales importent, peut-on lire, grandement à l'affermissement et au maintien de la République. Elles feront oublier ces cérémonies superstitieuses et ridicules, ces préjugés religieux dont les tyrans se sont servis avec succès pour subjuguer les hommes. Elles les rappelleront à leur dignité et formeront ce caractère national qui grave dans les cœurs l'amour de la patrie. Ces lettres évoquent aussi la participation des citoyens à ces moments républicains, et dans l'une d'elles, qui est datée du 29 Thermidor an 2, donc 16 août 1794, on lit une liste d'individus qui ont été trouvés le plus opiniâtres à fêter les ci-devant fêtes et dimanches pendant ce dernier trimestre. À l'opposé, bien entendu, il y a des extraits de certains citoyens qui, n'ayant pas assisté à la lecture obligatoire lors de la décade. Alors, évidemment, les accusés sont condamnés à payer 3 livres d'amende chacun, somme qui sera distribuée à la garde nationale. Enfin, l'objectif est d'en finir avec la place du dimanche dans le quotidien des citoyens. Il est décidé que ce jour-là ne doit en aucun cas être chômé. Une lettre datée du 26 Brumaire an 2 de la République, le 16 novembre 1793, explique bien ce point. Il dit « La municipalité sera invitée à donner des ordres nécessaires pour que les ci-devant jours de dimanche et fêtes, les boutiques et magasins soient ouverts, qu'elles invitent ainsi les ouvriers à continuer ces mêmes jours des travaux ordinaires. » Alors, la République est aussi bien sûr confrontée à de graves problèmes financiers, le danger de banqueroute qui avait précipité la convocation, bien sûr, des États généraux en 1789, n'a pas été réglé en 1793, loin s'en faut. Toute relation avec l'actualité serait purement fortuite. Dès décembre 1789, les révolutionnaires tentent de faire entrer de l'argent frais grâce à la confiscation des biens du clergé, par le décret du 2 novembre 1789, et puis par la mise en vente par anticipation également par les décrets du 19 et du 21 décembre 1789, et dans le même temps est créée une monnaie papier qui s'appelle donc la signa, dont la valeur est gagée sur les biens de l'Église et qui est mise en vente par fraction. Mais bien vite, cette valeur des assignats va se déprécier, comme l'illustrent certains tableaux du cours de l'assignat entre le 1er janvier 1791 et le 20 mars 1795. Ainsi, pour contourner entre guillemets le problème financier, vont se diffuser sous certaines formes de cartes à jouer, des reconnaissances de dettes, appelées aussi des bons de confiance. Dans le même ordre d'idée, des taxes sur les riches égoïstes vont être votées afin de financer certains projets, comme le relate une lettre du secrétaire du district d'Issoire du 5 Pluviose an 2 du 24 janvier 1794, où il mentionne les taxes fixées par un arrêté de Couthon obligeant les riches égoïstes du district d'Issoire, en proportion de leurs facultés, à verser une somme de 11 500 livres au profit des hôpitaux d'Ardes, d'Issoire, dans ce document. Alors, on va dire que la terreur était un moment assez singulier de la période révolutionnaire, déchiré entre la volonté de faire disparaître toute trace du passé monarchique et le désir de créer une France nouvelle, que les montagnards vont finalement s'enfermer dans une gouvernance dictatoriale et que la fuite en avant de cette grande terreur entraînera donc l'arrestation de Robespierre et de ses compagnons par ceux que l'on nommera par la suite les Thermidoriens. Un dernier rapport du comité de salut public en date du 9 Thermidor an 2 nous relate d'ailleurs dans le détail que la conspiration ourdie contre la représentation nationale par Robespierre, Couthon, Saint-Just, Lebas et les complices, dont bien sûr Augustin Robespierre, le jeune frère de Maximilien. Alors tout ceci, vous pouvez bien sûr le retrouver dans diverses
documents dans les bibliographies. Alors j'ai relevé, alors il y a beaucoup de français, hein, vous pouvez en trouver très très facile. Et alors le plus drôle, c'est qu'il y a eu beaucoup d'ouvrages en anglais qui ont parlé de la terreur, qui sont récemment sortis entre 2007 et 2018. Notamment, il y a l'histoire The Oxford History of French Revolution. Voilà, qui date de 2018. Vous avez aussi le dictionnaire critique de la Révolution française. Vous avez bien sûr des écrits et des biographies sur Robespierre, Danton, Desmoulins, Saint-Just et la clique. Et vous avez des documents qui sont édités, notamment chez Princeton University Press, sur la reine de la terreur, ou les citoyens, etc. Donc franchement, vous avez énormément de documentation. Je vous invite à aller peut-être à votre bibliothèque ou à votre médiathèque, et je pense qu'ils ont largement de quoi satisfaire votre importance. Après, vous pouvez attaquer par les biographies, que ce soit Danton, Robespierre, Saint-Just, Desmoulins, et ne serait-ce aussi par tous les ouvrages qui ont été consacrés à la Révolution de 1789, en tous les cas aux années, puisque par année, il y a aussi des livres qui sont faits. Et puis vous pouvez vous attaquer aussi à la Révolution par votre région. Moi je vous dis, pour le Périgord, il y a deux énormes tomes qui s'appellent La Révolution française en Périgord. C'est deux mastodontes, mais qui parlent de tout ce qui s'est passé, des cahiers de doléances de chaque commune, de toutes les exactions qui se sont passées pendant cette période-là. Donc peut-être commencer par le petit bout de la lorgnette de votre côté à vous, de votre endroit, et puis aller au général, ou acheter un ouvrage général sur la Révolution française qui va vous faire une espèce de résumé sur les 10 ans, et d'après d'aller creuser ce qui vous intéresse. Alors peut-être que la terreur vous intéresse, peut-être que vous vous dites oh là là, moi je peux pas, c'est trop violent, et peut-être que vous allez vous attacher à un personnage, à une partie, à un décret, justement à un moment de cette Révolution française qui vous interpellera un peu plus. Moi, pour ma part, j'en reste à ma petite région du Périgord, et je vous dis à 2-3 personnes clés qui m'ont toujours fascinée. Et franchement, en préparant ce podcast sur la terreur, je dois avouer que même si la période est fascinante, et que elle a quand même grandement œuvré à ce que nous ayons des républiques, et que chaque fois que les républiques, au début, hein, les premières républiques ont été menacées par un retour monarchique, par un empereur, machin, le peuple s'est soulevé pour récupérer ce qu'elle avait, ce que les précédents s'étaient battus et avaient payé de leur sang pour avoir ça. Et voilà, donc ça c'est toujours très intéressant. Après, effectivement, la terreur, la révolution, et même en ayant relu ça, n'est encore pas du tout mon point d'intérêt maximal en histoire. Voilà, et pourtant Dieu seul sait que c'est quand même la période la plus importante, entre guillemets, en tous les cas fondatrice de la France, et que si nous en sommes ici aujourd'hui, maintenant, dans une démocratie, oui, je rappelle, c'est quand même une démocratie, une république, et je rappelle laïque, hein, donc voilà, il y en a qui l'oublient tous les jours, et non, pourtant on est une république laïque, et qu'on est donc dans une démocratie avec un parlement, avec des gens élus par le peuple, et que le président est élu aussi par le peuple, hein, je rappelle, pas comme aux États-Unis qui est élu par les grands électeurs, hein, dont le peuple ne vote pas pour le président des États-Unis mais pour leurs représentants, et c'est les représentants qui votent pour le président. Écoutez,
c'est grâce à tous ces gens qui ont combattu, qui ont versé leur sang, qui se sont rebellés, euh, qui avaient peut-être entrevu que la monarchie absolue ne passait plus, mais que peut-être un système de monarchie constitutionnelle pouvait fonctionner, comme par exemple en Angleterre. On le voit dans d'autres pays européens, hein, où il y a un roi qui n'a pas de pouvoir des masses, mais en tous les cas qui a un pouvoir de rassemblement, mais c'est le Parlement, le Premier ministre qui a les pleins pouvoirs, en tous les cas qui a le pouvoir législatif, qui est quand même le plus important. Euh, mais la France n'en a pas voulu, et je vous signale que quand même la France est quand même citée en exemple à chaque fois qu'il y a un soulèvement, on est le pays des Lumières et le pays de la Révolution française pour beaucoup d'étrangers et de personnes qui rêvent à la liberté ou à se rebeller contre un système qui ne leur convient pas. Donc il faut bien croire que nos ancêtres qui étaient là en 1789, hein, et comme tous les gens qui sont en train d'écouter ce podcast, vous avez tous quelqu'un dans votre arbre généalogique qui a fait cette révolution. Alors Paris, pas Paris, dans les provinces, dans les petits villages, etc. Il n'y a qu'à voir et à lire aux archives départementales de votre coin les cahiers de doléances de chaque petit bourg, et puis vous trouverez forcément un de vos aïeux qui sont là-dedans et qui ont œuvré pour que vous puissiez faire presque ce que bon vous semble, puisque je rappelle que la base c'est quand même les lois de la République et qu'elles sont quand même assez larges pour nous permettre d'être libres, égaux et fraternels. C'est bien écrit au fronton des mairies, hein, on n'a pas oublié ce genre de choses. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Et prochaine historique, ah oui, alors ça c'est ma partie, on va dire que c'est presque ma partie, le traité de Versailles. On me l'a demandé plusieurs fois parce qu'il y a quelqu'un qui une fois m'a dit mais je comprends pas ça, machin. Je dis mais en fait c'est le traité de Versailles qui a déclenché tout ce qui s'est passé derrière, y compris ce qui se passe actuellement en Europe. Ah bah si, il faut savoir ça quand même à un moment donné. Donc ça, ce sera pour décembre. Ah bah ça va pas être guégué hein, pour décembre, mais bon, voilà. Et puis prochain podcast, mais qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas. Prochain podcast, eh bien écoutez, ah si, ça doit être le théâtre. Et le théâtre au mois de novembre, oui, c'est les Troyennes d'Euripide. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis d'ici là, portez-vous bien, attention à vous, et puis dites-moi dans les commentaires si cette période vous intéresse, si vous avez lu, si vous avez des livres plus particulièrement, par exemple, moi j'en ai lu 2 ou 3 sur les guerres de Vendée, mais voilà, si vous avez des choses sur votre coin, ça serait pas mal de les lister aussi pour que les gens puissent aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, à la semaine prochaine et portez-vous bien d'ici là. Ciao.